Alexandre travaille à l'Institut de l'abeille. Alexandre et son équipe ont créé une application pour connaître en quelques secondes les ressources florales autour de son rucher. Et il foisonne d'idées, de projets pour aider les apiculteurs. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur le blog mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre l'apiculture de A à Z. Dans ce 30e épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Alexandre d'Angléan. Alexandre est le responsable de la thématique numérique au sein de l'ITSAP. L'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation. Alexandre va nous partager son parcours, l'histoire et le fonctionnement de l'ITSAP, mais également comment l'Institut aide à travers ses projets les apiculteurs, aussi bien professionnels que les apiculteurs de loisirs. Je suis vraiment fasciné par le travail de l'ITSAP et les travaux qu'il produit sont pour moi d'un grand appui. J'espère que, comme ce fut le cas pour moi, vous apprendrez beaucoup de choses tout au long de notre échange. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Merci d'être présent pour cet échange et d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors merci pour l'invitation déjà. Donc oui, moi je suis Alexandre d'Angléan, je travaille à l'Institut de l'abeille depuis 10 ans. Je suis responsable de la thématique numérique, c'est-à-dire que je m'intéresse particulièrement à tout ce qui peut toucher au capteur, au numérique, on va dire, à l'apiculture, mais aussi à ce qu'on peut proposer comme chose innovante en se basant sur les données et issues soit du métier de l'apiculture, soit aussi d'autres horizons. Donc voilà, je suis responsable de cette thématique sur l'orientation stratégique de l'Institut là-dessus. Et voilà, et donc on fait pas mal de produits pour les apiculteurs. De choses. Ok. Oui, on va rentrer dans le détail des produits. Et avant, est-ce que tu pourrais m'expliquer, donc là aujourd'hui tu es à l'ITSAP, responsable de la thématique numérique, et avant, qu'est-ce qui t'a conduit donc jusque-là ? Alors, moi j'ai fait mes études j'ai fait un master en université. J'ai commencé avec une licence en écologie, assez générale, écologie des systèmes continentaux perturbés. Puis j'ai fait un master sur les métiers de l'eau. Sachant que voilà, je pensais que ce serait plus simple de trouver du travail si ça était en rapport avec l'eau. J'ai travaillé pendant 2 ans à ce qui s'appelait à l'époque le CEMAGREF, qui s'est appelé ensuite l'IRSTEA et qui maintenant a refusionné avec l'INRAE. Et donc je travaillais sur les cours d'eau, en gros d'essayer de détecter des pollutions, en s'intéressant à toutes les larves d'invertébrés qui étaient présentes. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu du mal à trouver dans ce domaine. Et j'avais développé des compétences et une appétence, on va dire, pour analyser des données, faire des graphiques, faire des statistiques, vraiment tout ce qui est valorisation, exploitation des données. Et en 2013, l'ITSAP cherchait quelqu'un qui avait ces compétences à l'origine pour travailler sur des dossiers très définis, donc des essais de traitement anti-varroa, donc comparer l'efficacité de différentes solutions. Et donc je suis rentré comme ça au début en CDD pendant une petite année, et puis après avoir fait mes preuves et montré que j'avais peut-être pas mal de choses à apporter, j'ai transformé l'essai et depuis je suis à l'Institut de l'abeille et j'ai fêté mes 10 ans d'institut cette semaine. Oh, trop bien. Bon anniversaire. Bon, je Merci. sais pas comment dire un anniversaire professionnel, Oui, je sais pas non plus. un pro-anniversaire, je sais pas, bref. Et donc 10 ans, c'est impressionnant. Et donc maintenant, si on prend du recul par rapport à l'ITSAP, donc l'Institut technique sanitaire apicole professionnel, non, c'est... L'Institut scientifique et technique de l'apiculture et de la pollinisation. D'accord, merci. Et donc, quand est-ce que ça a été créé donc, tu m'as parlé de 2013, donc ça existe. Je pensais que ça a été créé en 2016, mais non. Non, non, non. Alors en fait, je crois statutairement, l'ITSAP a été créé en 2009. Et donc ça faisait suite à tout un tas de problèmes que rencontrait l'apiculture et donc à des remontées depuis, on va dire, les exploitations vers le gouvernement. Il y a eu en 2008 un député, Monsieur Martial Sadier, qui a été mandaté pour faire un audit de la filière et de ses problèmes et un peu donner les lignes directrices de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Et il avait pointé l'absence d'instituts techniques agricoles. Sachant qu'il y en avait eu un précédent, il y avait un institut technique apicole, on va dire, euh, qui, est- qui s'appelait l'ITAPI et qui existait entre les années 70 et 90, qui a fini par fermer ses portes faute de soutien financier. Et donc, les années 90 à 2010, c'est un peu là où on a eu l'apparition de nouveaux problèmes pour l'apiculture, comme Varroa qui arrivait dans les années 80 et qui commençait à beaucoup se développer. On a eu aussi le problème des néonicotinoïdes, des semences enrobées, etc. Et donc voilà. Et
en 2008, à la fin de ce rapport, il en déduit qu'il faut un institut technique pour travailler sur les solutions pratiques, faire de la recherche et du développement. Il fait le constat d'un certain nombre de structures qui existaient à l'époque et existent toujours, donc notamment les associations de développement de l'apiculture régionale, les ADA. Ces ADA, donc, comme leur nom l'indique, sont régionales et pour se faire mieux entendre, faire mieux remonter les problématiques de la filière, avaient déjà constitué une association à l'échelle nationale qui s'appelait le CNDA. Et donc, c'est cette structure qui a été identifiée par ce député comme meilleure candidate pour devenir un institut technique. Et donc, en 2009, le CNDA est devenu ITSAP, Institut technique scientifique de Ok, l'apiculture et de la pollinisation. d'accord. Avec comment ça a évolué en termes de... Vous êtes, enfin, il y avait combien de personnes avant et combien aujourd'hui, et les Oh, différentes thématiques qui sont traitées? alors là, on parle d'un temps où moi, je n'y travaillais pas. Au tout début, je ne sais pas, au CNDA, je pense qu'il y avait que quelques personnes au tout début. C'était une structure jeune, fondée par des associations également, hein, comme je l'ai dit, donc il n'y avait pas forcément des moyens illimités, même tout le contraire. Donc je ne sais pas, je dirais que c'était en tout cas inférieur à 10. Aujourd'hui, on est 13 temps plein, auxquels viennent s'ajouter des saisonniers en fonction des expérimentations qu'on a à mener, des projets qui sont en cours, voilà, plus quelques stagiaires que l'on forme et qui nous aident bien. Et voilà. Donc 13 temps plein, et où est-ce que... Vous êtes basé où? On est basé à Avignon. On a officiellement un siège social à Paris, mais il y avait du personnel qui était là jusqu'en 2018, notamment la directrice générale de l'époque, qui était Sophie Cluzot-Moulet. Et en 2018, on a connu des problèmes financiers dont on pourra parler éventuellement plus tard, qui a mené à la fermeture en fait des locaux à Paris. D'accord. Et on a gardé la boîte parce que, enfin la boîte postale, on va dire, on avait des bureaux dans la Maison nationale de l'élevage, comme de nombreux instituts techniques agricoles. D'accord. Donc là, Avignon, donc vous êtes bien en lien avec l'INRA, en fait. On Institut est national hébergé sur le régional site de de l'INRAE, l'agronomie et de l'environnement. Institut national. Oui, c'est ça. Ils ont rajouté environnement et là, Ouais. elle doit avoir 2 3 ans leur fusion où ils ont rapatrié donc l'IRSTEA. Là, on va se perdre dans les Ouais, acronymes ouais, exactement. de la filière scientifique, mais oui, effectivement, en fait, on a depuis le début, on a cherché à positionner l'institut dans l'ensemble des structures existantes et donc très clairement, le positionnement de l'institut, c'est d'avoir un pied dans la recherche fondamentale et un pied dans les exploitations. Donc nous, on veut faire de la recherche appliquée, ça veut dire transférer du savoir ou se saisir de découvertes, on va dire, de sciences fondamentales et voir quelles applications on peut leur donner sur le terrain. Donc là, il y a encore un processus de recherche. Et notre but, c'est d'arriver à identifier ce qui peut venir comme améliorer les choses en termes de changement de pratique pour les apiculteurs. Donc identifier les leviers qui permettent de rendre leur exploitation plus durable, plus vivable, plus efficace. Oui. Et apiculteur aussi bien amateur que pro ou plutôt pro? Alors, par essence, donc, je disais pour les origines, donc, comme je l'expliquais, on vient d'associations de développement de l'apiculture. Ces associations de développement de l'apiculture sont constituées par des apiculteurs professionnels. Et donc, on a tous des statuts d'association loi 1901. Ça veut dire que notre organisation va avoir un président, un vice-président, un trésorier, ce qu'on appelle un bureau, un conseil d'administration. Et donc, toutes ces personnes sont des apiculteurs professionnels. Hmm. D'accord. Euh, Ensuite, nous, nécessairement, on travaille sur un très large panel de thématiques, dont certaines qui sont liées euh, à la durabilité d'une exploitation, donc des aspects très économiques, qui vont pas nécessairement intéresser un apiculteur amateur, mais je pense que sur l'ensemble de ce qu'on fait, il y a forcément des éléments de connaissance et de savoir qui peuvent intéresser des apiculteurs amateurs. Et ensuite, nous, on ne fait pas forcément cette... Enfin, je sais pas, moi, quand je regarde les choses, je me dis que parmi les apiculteurs amateurs, il y en a qui deviennent des apiculteurs professionnels. Donc la limite est assez floue en plus parce que le nombre de ruches va grandissant et puis à un moment, on n'est plus tout à fait dans l'un, on est plutôt dans l'autre. Il y a des parcours humains derrière, des personnes qui changent totalement de métier. Et bon, on va dire c'est le moment où ils lâchent la corde et ils basculent tout à fait de l'autre côté, qui deviennent professionnels, mais c'est pas fondamentalement des personnes différentes. Oui. Donc voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Là, comme tu dis, là, très bien, c'est la frontière est floue. Il y en a... J'ai parlé avec un apiculteur qui, lui, donc amateur, et il faisait des missions
enfin, il est développeur web et il fait des missions de développeur web et en même temps, il est en train de développer son activité apicole pro. Il n'est pas classifié comme pro, mais enfin, il est sur la voie. Un autre qui est notaire pendant la semaine, mais qui a 200 ruches, donc il s'en occupe tous les week-ends. Donc c'est vrai, Oui. et lui, il se considère pas non plus comme pro, et pourtant il a 200 ruches, et on pourrait très bien dire que c'est un apiculteur professionnel. Donc c'est vrai que la frontière peut être très floue. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, si on prend le terme apiculture de loisirs, là, il y a quelque chose d'un peu plus clair qui se dégage comme représentation, où on va avoir quelques ruches dans le jardin. Mais quand on est face à des personnes qui ont plusieurs dizaines de ruches, qui transhument, on sait qu'ils partagent des problématiques de ce que l'on va mettre dans la case de professionnel. Et donc, nous, on pense que nos productions, de toute façon, on les garde pas jalousement. Au contraire, plus il y a de monde intéressé, au mieux c'est pour nous. Mais voilà, effectivement, il faut être honnête, par essence, on est fondé par des apiculteurs exploitants. Et aujourd'hui encore, tout notre conseil d'administration, ce sont les apiculteurs exploitants. D'accord. Et comment est financé l'ITSAP? Alors, le financement de l'ITSAP, c'est 80 à 90% de financement public. Il peut venir de différentes formes, c'est-à-dire qu'on a des subventions de base qui rentrent dans les grandes stratégies nationales, c'est-à-dire les plans nationaux de développement de l'agriculture rurale. On va avoir ce genre de sources-là qui nous donnent de quoi fonctionner. On a aussi des financements publics qu'on va décrocher au travers d'appels à projets. Donc, c'est un peu comme des appels d'offres, on va dire, dans le monde des entreprises. Voilà, chaque année, on sait qu'il va y avoir des guichets récurrents qui vont venir, qui vont dire, voilà, on a besoin, on propose à chaque filière de participer à développer des solutions. Et donc, on doit monter des dossiers, présenter notre programme. Alors là, actuellement, je suis en train de réfléchir à monter un projet justement sur Bee Gees pour 3 ans et demi. Donc, il faut que je l'écrive maintenant, que je le dépose en début d'année. Et s'il est accepté, parce qu'il y a tout un système de validation sur la pertinence, voilà, et puis des arbitrages à faire parce que l'enveloppe budgétaire nationale n'est pas forcément illimitée non plus. Et donc, si tout ça est validé, ça commence en 2025. Donc, il y a un certain pas de temps entre le montage, la validation, etc. Donc là, voilà, on peut, en fonction des guichets, c'est pas tout à fait les mêmes enveloppes. On va pas forcément toucher tout l'argent qu'on demande pour le projet, puisque d'une part, déjà, on peut être financé qu'à 80%. Sur la plupart des projets, c'est la règle. Après, il y en a certains qui ont d'autres répartitions. Et ensuite, c'est pas des projets sur lesquels on va seul. Donc, on va s'accompagner de partenaires pour atteindre tel ou tel objectif. Nous, très régulièrement, on va avec les ADA. Nous, on n'a pas l'ancrage nécessairement auprès des apiculteurs destinataires de ce qu'on va faire. C'est plutôt eux qui sont à l'interface. Et donc, voilà, on est un peu les maillons d'une chaîne. Et d'ailleurs, ça me permet de dire, en fait, les adhérents à l'association que nous sommes, Institut de l'abeille, ce sont les associations de développement. Donc, on a des structures qui adhèrent à notre D'accord. structure. Ok. Donc voilà, et puis après, on peut avoir des partenaires de recherche comme l'INRAE, très souvent, où là, on va avoir, par exemple, sur le projet que j'ai en tête, j'aimerais bien qu'on arrive à financer une thèse sur les questions de ressources florales et de performance des colonies. Et bien pour ça, c'est d'autant plus intéressant d'avoir comme partenariat l'INRAE, qui va pouvoir encadrer des thèses avec des directeurs habilités de recherche qui chapeautent derrière, etc. Oui, bien sûr. Et à part les ADA et l'INRAE, euh, qui d'autres un peu est dans l'environnement de l'ITSAP, enfin, Alors, dans le dans cercle proche? l'environnement, on a une page sur notre site internet qui résume un peu les différents types de partenaires qu'on peut avoir. On peut avoir des. Alors, je suis en train de me rendre compte, je suis pas allé au bout de la question précédente, donc j'ai parlé de 80 à Oui, 90% de financement qui vient du public. Le restant vient d'autofinancement. Donc, soit de sources privées comme du mécénat, ou ça peut être aussi de la prestation auprès d'entreprises. Et nous, on assure aussi des actions de formation et on diffuse des productions comme le guide des bonnes pratiques apicoles, etc. Donc voilà pour la part restante de nos financements. d'accord. Et donc autour de nous, on a pu travailler. Euh, attends, ça fourmille un peu dans ma tête, il faut que je mette mes idées en place. Comme type d'interlocuteur, on a beaucoup de structures relatives au service public. Par exemple, on travaille avec l'ANSES, donc l'Agence nationale de sûreté environnementale et alimentaire, sanitaire. Je mets tous les mots un peu en vrac, mais j'ai un Oui, peu de mal avec celui-là. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Voilà. Et donc notamment avec l'unité qu'ils ont qui s'appelle la PPV, donc c'est une antenne de phytopharmacovigilance.
qui s'adresse à toutes les filières agricoles, hein, entre autres, parce que leurs missions sont très larges. Mais en gros, leur but, ça va être qu'on fasse remonter s'il y a des molécules à problème vis-à-vis de l'abeille. Et il y a des procédures automatiques de réévaluation tous les 10 ans. Et donc, typiquement, ils vont venir nous poser des questions, nous dire, bah voilà, telle molécule a été mise sur le marché depuis 10 ans. Dans les analyses que vous avez réalisées dans le cadre de vos missions, est-ce que vous avez associé cette molécule est-ce que vous trouvez associer cette molécule à des problèmes, des problèmes rencontrés sur l'abeille? Et Hmm. donc là, nous, on va mobiliser un peu tout ce qu'on a comme données. Et Hmm. typiquement, voilà, moi, j'ai créé un outil en interne qui permet d'interroger ça et de mâchouiller ces données pour donner une réponse Oui, exact, acceptable. on pourra l'évoquer, tu m'en avais parlé précédemment l'outil. Ok, très bien, très clair. Donc déjà, vous êtes 13, il y a quand même, ça fait un bel, enfin, pas mal de partenaires, enfin, partenaires de renom, notamment l'INRAE, qui est vraiment, enfin, je trouve, un peu une référence en France. Euh, Ça me et fait penser, oui, si je peux me vas-y. permettre, tu me disais, voilà, on est basé à Avignon avec l'INRAE. Oui, il faut savoir que dès le début, donc je disais, on a essayé de s'ancrer dans cette position-là de recherche appliquée, et ça s'est traduit dans les faits par la construction d'une unité mixte technologique qu'on a appelée protection des abeilles dans l'environnement. Et donc cette unité mixte, donc c'est une entité, on va dire administrative, et les conditions dans lesquelles on peut construire ça, il faut avoir au moins 5 partenaires ou 4 partenaires. Donc un partenaire recherche, donc là c'est l'INRAE. On devait avoir aussi d'autres instituts techniques agricoles, donc on a notamment l'ACTA, qui est un peu l'institut interinstitut. Donc l'ACTA, c'est un institut qui travaille beaucoup sur des problématiques transversales. Par exemple, on a dans la plupart des cas besoin de données météo. Ils vont être actifs là-dessus. On a besoin de serveurs, on a besoin de services en tout genre. Parfois de services aussi de gestion RH, hein, ressources humaines. On a aussi l'ADAPI, donc l'Association de développement de l'apiculture provençale. Voilà, donc on a ces différentes structures et ça fait plus de 10 ans que donc l'UMT existe. Et elle a été l'UMT Prat, pardon, et elle a été renouvelée encore pour 5 ans là. Donc voilà, je trouvais important de citer ça parce que ça nous a vraiment donné un contexte, un cadre de travail privilégié avec les chercheurs qui étaient aussi sur l'abeille. Oui, ah oui. Est-ce que parfois vous collaborez avec d'autres pays, d'autres instituts de recherche, Alors, d'autres pays? ça nous est arrivé dans le cadre du Ring Test, donc c'est un projet bon, un peu à part. La réponse courte est oui. Dans les faits, c'est plus rare parce que c'est plus compliqué, que ces partenariats ils vont prendre cadre dans des projets européens Hmm. qui sont pas la même gestion administrative, qui sont un peu plus lourds et où il faut voilà, réussir à monter des partenariats avec différents pays qui partagent les mêmes problématiques. Euh, Exact. donc voilà, c'est plus compliqué à faire. Nous, on est beaucoup poussé à le faire au niveau, le message du ministère, c'est plutôt ça, c'est de dire, bah voilà, l'Europe. Moi, dans les faits, je sais que bah, si on prend Bigis, très souvent, je suis sur des sources de données nationales, donc je ne sais pas encore s'il existe d'équivalent ailleurs. Et j'ai beaucoup à faire, je pense, au niveau de la France. Donc, bon, voilà, dans les faits, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup allé vers ça, mais il y a forcément des choses intéressantes, ouais, notamment en Italie, j'ai vu qu'ils avaient aussi pas mal d'applications de gestion des ruches, et moi, ça Hmm. m'intéressait un peu ce qu'ils faisaient. Et puis, en dehors des aspects numériques que je connais mieux, hein, c'est pour ça que mon réflexe c'est de revenir sur ces questions-là. Hmm. Mais je sais que, bah, par exemple, sur la gestion de varroa, ils partagent un peu la même problématique que nous en Provence, où on va avoir des difficultés à trouver des périodes hors couvain pour passer de l'acide oxalique et donc voilà, devoir mettre en place encagement des rennes. Alors, Hmm. il y a la cage à rennes Scalvini, c'est italien. Et donc, il y a eu des échanges que moi, j'ai pu voir les collègues rentrer en réunion avec d'autres chercheurs venus d'ailleurs, Hmm. d'autres pays pour ça. Donc, voilà. Maintenant, si on rentre un peu sur la partie numérique, donc la partie que tu connais très bien, quel est un peu Non, avant d'entrer dans la partie numérique, de manière plus large, l'ensemble des outils numériques et également qui peut être physique ou de formation, c'est... Donc là, je peux regarder un peu sur le site de l'ITSAP, mais je mettrai le lien en dessous du podcast. Mais quels sont un peu la panel de- d'outils mis à disposition par l'ITSAP? Alors, nous, on est beaucoup dans des applicatifs. On n'a pas pour vocation et on n'a pas les moyens de développer des solutions électroniques sur le rucher, donc des capteurs ou des choses comme Oui. ça. On n'est pas trop là-dessus. On va pouvoir éventuellement les tester.
ou des fois nous équiper dans le cadre, mettons qu'on doit faire un projet où on va suivre des mielés, on va être intéressé d'avoir quelques balances pour pouvoir les positionner et du coup on va se faire notre avis aussi un peu sur le matériel. Mais voilà, on n'est pas sur le développement de ces solutions-là. En revanche, on intervient un peu plus derrière. Je pense qu'un projet emblématique que je peux prendre qui ne se traduit pas par une application en ligne, mais c'est de travailler avec les fabricants de matériel connecté pour dire, bah voilà, vous collectez des données qui sont des données de terrain auprès d'apiculteurs. Ces données, ensuite, vous les stockez. Alors, bien sûr, vous avez euh, peut-être vos ambitions en traitement de données, mais nous, on est là avec la recherche, avec l'INRAE. Mm. On peut faire des partenariats entre constructeurs pour réunir toutes ces données. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé une base qui permet de faire converger ces données et ensuite de faire de l'activité de recherche dessus pour essayer d'identifier des signaux peut-être précurseurs de problèmes sanitaires ou peut-être précurseurs au contraire de bonnes nouvelles, de récoltes. Mm. Et donc ça, c'est typiquement un consortium qu'on a créé avec les fabricants de balances, qui est relativement jeune. Et là, on a un stage qui vient de se finir, qui nous permet d'avancer aussi sur le nettoyage de ces données, parce qu'il y a beaucoup à faire. Hein, des données Ouais. brutes, elles sont pas prêtes à être exploitées. Il y a beaucoup de choses aberrantes dedans. Donc voilà. Typiquement, là, moi, je trouve qu'on est bien dans notre position d'institut technique, en ayant créé du dialogue, en ayant fait se rencontrer les acteurs, et ensuite en créant un cadre dans lequel peut émerger des innovations qui vont se traduire ensuite en un outil d'aide à la décision pour les apiculteurs. Exactement, oui. Un regard vraiment technique, scientifique et de prise de recul, parce qu'après, aussi avec tout le réseau qu'a l'ITSAP, ouais, ça c'est très intéressant. Et après de faire, ouais, comme tu dis, des outils d'aide à la décision. Et notamment BG's en fait partie, hein. Ok. Et après, il y avait, donc, j'ai vu sur le site, il y a le guide des bonnes pratiques apicoles. Oui. Il y a la revue Réussir également, qui a été créée, qui est portée par l'ITSAP aussi. Alors, nous, on contribue à Réussir réussir, apiculture, ouais. mais c'est davantage porté par Ada France à ma compagnie, à ma D'accord. connaissance, pas à ma compagnie, à ma connaissance. Et, et donc voilà, nous on contribue, on est sollicité, on nous dit voilà, est-ce que vous avez des sujets à mettre en avant, ou généralement ils vont décider des thèmes. Mm. Je pense que, je sais plus si l'Interpro est aussi derrière, euh, Interrapie, mais il me semble, j'ai peur de dire une bêtise. D'accord. Je Donc, regarde. moi, j'ai simplement été sollicité pour rédiger un article sur Varro Appli, donc un autre outil qu'on met à disposition des apiculteurs. Donc voilà, on a fait ça. J'ai un collègue qui a fait enfin, mes collègues ont contribué assez largement. Hmm. D'accord. Mais c'est très large, hein, comme panel, aussi bien du livre. Est-ce que l'ITSAP fait également des vidéos? Je sais que Euh, les GDSA, les groupements de défense sanitaire apicoles, essayent de faire un travail de prévention, notamment sur le varroa et également le frelon asiatique. Mais est-ce que l'ITSAP, c'est... alors, l'ITSAP en propre, nous, on participe surtout aux Jeudis de Prades. Donc, les Jeudis de Prades, c'est l'UMT dont je parlais tout à l'heure. C'est hors saison, donc plutôt là, ça devrait reprendre peut-être en fin octobre ou début novembre. Et donc, le premier jeudi de chaque mois, on a une session avec un thème et on fait intervenir des collègues, soit des ADA, soit de l'INRAE, qui ont travaillé sur un sujet, sur le thème qui est abordé. Et donc ça, du coup, on l'a pas publié sur notre chaîne. Alors on a une chaîne où il y a peu de choses pour le moment, il faut bien le reconnaître. Mais les Jeudis de Prades sont animés et organisés par le directeur de l'Institut, donc Axel de Courty. Et donc ça, typiquement, je pense que c'est vraiment très intéressant. Faut taper UMT Prades dans YouTube pour trouver la chaîne et trouver cette série-là de webinaires qui font généralement de l'ordre de 2 heures, 2 heures et demie, Ok. et où on va avoir aussi des regards croisés avec des apiculteurs qui viennent témoigner soit des fois leur participation à des expérimentations, puisqu'on n'a pas de ruche en propre et très souvent on va aller chercher des apiculteurs pour mener une expérimentation, ils vont s'intéresser, donc très souvent ils se proposent sur des sujets qui les intéressent, qui les touchent. Hmm. Et donc eux vont apporter aussi leur éclairage on va dire, de vrais exploitants, dire bah voilà, ma ruche, ça se passe comme ça, etc. D'accord. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à voir pour tout curieux de qu'est-ce qu'on fait dans la recherche, comment on travaille aussi, puisque bah, on va parler des protocoles expérimentaux, de comment on prend le sujet en main et on peut y assister directement et poser les questions. C'est un webinaire sous Zoom avec des panélistes qui viennent relever des questions et s'assurer que tout se D'accord. passe bien.
Et il y a beaucoup d'idées qui viennent, ou de besoins qui émanent des apiculteurs professionnels. Oui, bah, c'est essentiellement comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que comme bon, je pense que maintenant les personnes qui nous écouteront l'auront compris, on est vraiment inséré dans un réseau qui a pour ultime contact les apiculteurs. Donc, quand des apiculteurs d'une région sont frappés par un problème, l'ADA va forcément être au courant, va nous le faire remonter, va partager avec les autres régions, savoir si ce même problème est rencontré ailleurs. Et puis, donc, on va avoir cette source qui remonte, qui nous fait partie de la structuration dans laquelle on est, puisque, comme je le disais, nos élus sont aussi des apiculteurs et qui viennent potentiellement des administrations des ADA. Et donc, voilà, ils vont dire, bah, ce sujet, il faut vraiment qu'on travaille dessus, parce que les apiculteurs, là, on est dans le mal sur ce point-là. Et donc, nous, on va prendre cette question, on va faire nos recherches pour voir qu'est-ce qui existe déjà dans les connaissances, puis essayer d'identifier des solutions, monter un projet pour trouver un financement, parce que généralement, bah, va falloir tester une solution, donc voir si les ruches répondent bien. Ça veut dire aller alors sur le terrain, relever tout un tas d'informations, faire des observations, des relevés de varroa phorétique, des analyses de pesticides s'il faut, de virus, etc. Et puis ensuite analyser les données, etc. pour finir par déterminer si la solution fonctionnait, si on en a testé plusieurs, laquelle fonctionne le mieux, etc. Alors c'est ça qui a pu être un peu frustrant aussi pour les apiculteurs avec qui on travaillait, c'est qu'on est sur des pas de temps longs. Oui, C'est long de créer de la connaissance oui, et que bon bah ensuite sur la valorisation, moi c'est là où je trouve que le levier numérique est particulièrement intéressant parce que le bout de la démarche scientifique, c'est de finir par publier, par faire connaître qu'on a fait ce savoir, mais avant que ça change la pratique de l'exploitant, ou qu'il puisse avoir cette information, qu'on a trouvé un levier qui permet d'améliorer les choses, ou que telle molécule sur varroa, il faut plutôt gérer comme ça, ou alterner les solutions, etc. Bah, c'est pas si simple. Et c'est là où je pense que les outils numériques, les applications, elles ont une capacité à transférer ces éléments de connaissance. Et pour moi, c'est là où on peut parler d'outils d'aide à la décision. Tout à l'heure, tu disais, bah, Bee Gees, oui, c'est un outil d'aide à la décision. Pour moi, ça ne l'est pas encore parce qu'il permet de consulter des données, mais il ne donne pas forcément de conseils. oui. Alors, j'entends bien qu'il ne doit pas prévaloir sur la réflexion de l'apiculteur, hein, c'est lui qui a ses ruches et qui a sa vision de terrain, mais en revanche, rendre visible un certain nombre d'éléments et puis se baser sur des données pour dire, bah voilà, on a des modèles de recherche fondamentale qui nous montrent que, par exemple, dans ton emplacement, il y a tel ou tel critère qui risque d'être vraiment défavorable. Voilà, quand BGS fera ça, là, pour moi, ce sera un outil d'aide à la décision. Oui, je comprends. Je comprends. Et pour ceux qui connaissent pas BGS, donc c'est un outil qui permet de positionner un point sur une carte, de définir un rayon, et ensuite de connaître l'ensemble des ressources, aussi bien en termes enfin, en termes agricoles, mais également en termes de type de forêt qu'il y a, de haies, sur un rayon donné. Et comme ça peut permettre à l'apiculteur de savoir si l'emplacement est plutôt un bon potentiel en termes de ressources ou pas. Et en plus, tu te bases sur, enfin, le Bee Gees, donc c'est écrit B2EGIS et ça se dit pas B-G-I-S. Et, On comme trouvait le sympa centre de des jeux. l'appeler comme le groupe. C'est pas mal comme référence. Et, euh, et Bee Gees vraiment se base sur les sources du portail hygiène, enfin de l'hygiène, mais également sur quoi d'autre comme source? Ça me dit Alors, pas. l'IGN, c'est un gestionnaire, en fait, pour un type de producteur de données. Oui. Euh, Si on doit citer les sources, vraiment, il y a l'Agence des services de paiement, Hmm. puisque, donc, alors je vais peut-être reprendre un peu plus dans le détail. La première couche cartographique avec laquelle on a commencé sur BGs, c'est le registre parcellaire graphique. Et donc, ce registre parcellaire graphique, c'est une déclaration des parcelles agricoles. Cette déclaration est faite donc par les agriculteurs dans le cadre des aides et des terres soumises à la PAC, donc à la politique agricole commune. Donc, ils font ces questionnaires, ils sont transmis à l'Agence des services de paiement, qui va ensuite avoir besoin de les nettoyer et qui voulait, enfin, qui a préféré sous-traiter la gestion et l'ouverture des données à l'IGN, donc notre Institut national de la cartographie. Hmm. Et, euh, et ensuite, on a le Corridland Cover, la source des données, c'est public, c'est un projet européen
Le Corrie Cover, c'est une description très très grossière et généraliste de l'occupation du sol, mais qui a pour avantage d'être complètement exhaustive. Alors en fait, comment ça marche? C'est de la photo-interprétation. Ce coup-ci, on n'est pas sur de la déclaration, mais on a des photos satellites qui sont interprétées. Alors je pense qu'aujourd'hui, ils ont peut-être pu mettre de l'IA ou des choses là derrière, mais sinon, Impressionnant. il y avait des règles de décision pour affecter, je pense, en fonction de certains critères de couleur ou peut-être d'image infrarouge, etc., pour dire, bah, là, on a de la forêt, là, on a plutôt des systèmes culturaux, là, on a plutôt de la ville, là, c'est de l'eau, etc. Mais ça reste très grossier dans le sens où, pour qu'une surface soit prise en compte, il faut qu'elle fasse au moins 25 hectares, sinon elle est Ouais, fondue dans un ensemble plus grand. d'accord. Donc nous, on s'en sert pour boucher les trous. Hmm. Et on a aussi la base de données forêt V2, donc c'est nos trois principales sources. Et donc la BD forêt V2, ça doit nous venir de l'ONF à la base, D'accord. maintenant ONCFS. Et donc c'est une description des essences majoritaires dans les massifs forestiers. Donc on va avoir des gros polygones et on va nous dire là en majorité il y a plutôt tel ou tel arbre. Hmm. Alors parfois on n'a pas les essences, on va avoir des choses plus généralistes comme c'est des feuillus permanents, enfin Sempervirente, ce genre de choses. Euh, mais parfois on a des bonnes surprises. On a le châtaignier par exemple. On peut avoir des ensembles. L'acacia, j'ai pas toujours vu ça. Il m'a semblé que sur certaines forêts d'acacia, je pouvais avoir autre chose, quelque chose de plus général. Donc, il y a toujours pour nous un intérêt d'essayer d'identifier de nouvelles sources de données plus précises. Oui. Euh, Ah oui. Ok. et puis depuis peu, ce qui a beaucoup intéressé sur BG, j'en profite puisqu'on est sur les données carto, mais depuis peu, on a la Maison du Bio qui a ouvert, alors quand je dis depuis peu, c'est depuis 2-3 ans. La Maison du Bio, donc, qui a ouvert ses données sur la déclaration des conduites de parcelles, donc soit en bio, soit en conventionnel. Et donc, on a pu rajouter cette information dans BGs. Et pour nous, c'est vachement intéressant parce que la composition en parcelle en conduite bio d'un emplacement peut conditionner l'adéquation entre la production de miel bio sur un emplacement ou le fait que non, c'est pas possible. Oui. Donc on a rajouté ça. Après, bon, sur les textes, c'est un peu plus fin dans le sens où ça doit être 50% des surfaces en fleurs qui doivent être soit en friche, soit en bio, soit naturelles. Et il y en a une quatrième que j'oublie toujours. D'accord. Et donc voilà, là on a la dimension temporelle qui nous manque encore à l'heure actuelle, de dire est-ce que c'est en fleurs à ce moment-là. Oui, Et exactement. voilà, et c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de travail devant nous. Oui, oui, oui. Mais ne serait-ce que ce dont tu me parlais de définir un emplacement et d'évaluer le potentiel, sachant que moi, à chaque fois, je mets un rayon de 3 kilomètres parce que je me dis, bon, les abeilles rayonnent dans un rayon de 3 kilomètres. Et c'est vrai que de dire, bon, bah, qu'il y ait cette analyse ensuite de Bee Gees, de dire, bon, bah, au regard de ce qu'il y a, euh, le potentiel mellifère est faible. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir pour toi, qu'est-ce que le potentiel mellifère faible, moyen et fort. Je m'étais amusé à un moment à faire un tableau, mais ce serait intéressant que tu me donnes un peu ton recul. Mais c'est vrai que ça peut être un très bon outil de décision en disant oui, là, il y a un potentiel, faire attention à telle période parce que là, il risque d'y avoir un creux. Mais un potentiel fort, c'est. Moi, j'avais noté le colza, l'acacia, j'ai mis luzerne, tournesol et robinier, mais je suis pas très sûr. Alors, je vais pas forcément te répondre dans le Ok, détail à cette d'accord. question maintenant. C'est d'autant plus pas tout à fait mes compétences. On a un Ok. collègue qui est, lui, vraiment sur la thématique des Hmm. ressources florales pour l'abeille. Mais j'en profite pour dire, bah, justement, le souci dans Bee Gees, c'est que si tu veux faire ça là maintenant, nous, on ne sait pas à quel moment tu comptes positionner les ruches. Et Ouais, donc, sur les cultures, tu me dis le colza, il faut que je sois capable de dire, OK, cette année, le colza, il a fleuri à telle époque à peu près. ouais, Il va être récolté à telle période, donc il faut que je temporalise ce potentiel ouais. avant de te faire un retour. Et donc c'est là où pour nous c'est intéressant de travailler. On est en train de voir comment monter. C'est vraiment typiquement le sujet que je veux introduire dans le projet qu'on monte en fait. Et donc, on est en train de voir avec quel partenaire on peut travailler sur cette question. On a déjà pas mal, on a créé un classeur qui regroupe un peu l'intérêt pollinique d'une part et mellifère d'autre part des Oui, différentes plantes. Donc, c'est le classeur Interapie, il existait avant c'est la base l'interprofession. de données des plantes attractives, c'est ça? C'est ça. Qui est super. Ouais. Et donc, tu peux avoir en fonction du mois, sur une année standard, quel est l'intérêt pour chaque taxon, donc chaque espèce. Euh,
l'intérêt pollinique et mellifère. Hmm. Et donc là, c'est typiquement, en utilisant ces données, moi j'ai l'espoir qu'on arrive à aboutir à quelque chose où tu cliques sur Bee Gees et tu vas avoir des graphiques de disponibilité des pollens et du nectar en fonction de l'année pour dire là, attention, il y a un risque de disette. Et bon, je suis un peu dubitatif sur le fait qu'on arrive à attraper la flore spontanée Hmm. parce qu'on n'a pas forcément des sources de données comme ça. Donc voilà, je sais que des fois, il y a des apiculteurs qui peuvent réagir un peu, être un peu sceptiques quand je parle de ça, parce que le but, c'est pas de remplacer leur regard. C'est plutôt de leur apporter des choses qu'ils vont pas forcément voir directement sur le rucher. Tu parlais de 3 km. C'est très compliqué d'avoir une bonne vision dans sa tête des 3 km alentour du rucher. Absolument. Voilà. Alors bon, c'est vrai que quand tu mets des ruches au milieu d'un champ de colza ou de lavande ou de tournesol, bon, bah, tu as idée qu'il y a de quoi manger normalement au moment où tu apportes, et puis c'est un peu le travail de l'apiculteur. On va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Le but, Hmm. c'est de leur apporter des nouveaux éléments ou des choses, de rendre plus accessibles des choses difficiles d'accès, ou qui leur demanderaient beaucoup de temps de prospection sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, l'outil, j'en parle très souvent de Bee Gees. Je sais pas si tu as un peu un recul sur la popularité de l'outil, si, s'il est... Ah, il est pas mal fréquenté. On a, à l'année, on a environ 5000 utilisateurs différents. Ok, Et par jour, on a entre 20 et 60 connexions en moyenne. Notre plus gros pic, c'était 100 personnes le même jour qui ok, s'étaient connectées. Et d'accord. là-dessus, on a très très peu de... Enfin, voilà, on n'a pas eu beaucoup de retours de bugs ou de choses comme ça. Donc nous, on est une jeune structure qui... voilà, ça c'est un service... les applis, on a commencé à s'y mettre... je pense que notre première appli était en 2018. Elle s'adressait à 10-20 personnes de notre réseau technique et scientifique. On a franchi ce pas avec Bee Gees il y a 2 ans. Et bon, on a eu quelques petits problèmes, voilà, on a su les résoudre et je suis assez content. J'ai l'impression que ça tourne assez bien et Oui, que les gens connaissent peu de perturbations. ouais, Et absolument. voilà. Je suis d'accord avec ça. Et j'ai pas vu la nouvelle interface web avec cette fois Oui, et oui, la on change un touche peu les en... choses. Ouais, Alors, tu demandais tout à l'heure si on avait beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube. Moi, j'en ai fait qu'une personnellement, qui est sur un tutoriel d'utilisation de Varo API. J'ai toujours pas fait Bee Gees parce que on l'a fait beaucoup évoluer. ok. Et donc, du coup, je suis toujours dans le truc de me dire, bah, je vais attendre un petit peu qu'il y ait encore ça, et puis qu'il y ait encore ça. Et, et voilà, et là, bah, tu vas découvrir une belle surprise en direct, du coup, si c'est la première fois que tu te connectes. Tu Oui, peux oui, maintenant créer un compte pour enregistrer tes emplacements. exact. Ok, Voilà, ce qui te permet de les retrouver la fois d'après. ok. Et je précise, pour ceux qui nous écoutent, ou nous écouteront, que on peut toujours utiliser Bee Gees sans compte, pour ceux qui Hmm, n'ont pas envie d'enregistrer leurs emplacements, ok. on peut comprendre. Donc il y a aucun problème. Nous, on veut rester le plus accessible possible, le plus ouvert possible. Tant qu'on arrive à nous financer ça, bah, on avancera comme ça. D'accord. Et je Et découvre aussi la légende, enfin légende, ça il y avait, mais le graphique qui dit un peu le pourcentage en hectares de, bah, suivant la légende. Là, par exemple, pour moi, c'est beaucoup de prairies permanentes. Ensuite, d'avoir une sorte de top 5, top 10 des différentes, enfin de la légende, une explication de la légende au vu de l'emplacement. Voilà, qu'est-ce qui vient en haut. Ça, c'est vraiment bien. alors, c'est du coup ce qu'a commencé à faire mon collègue Saad Oui, Septi, à rentrer en contact avec les utilisateurs pour voir un peu quelles attentes ils avaient, quelles oui, idées, comment ils orienteraient. Moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire aussi dans un temps à venir, c'est de construire un pilotage transparent qui soit clair sur comment on décide des fonctionnalités à venir. oui, Et voilà, ça, parce qu'on ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes. c'est sûr, c'est Il y sûr. a des demandes qui vont parfois rentrer en contradiction aussi, ou qui vont être des sujets sensibles. Hmm, On nous a déjà dit, ah ben moi j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de ruchers parce que voilà, j'ai pas envie de oui, saturer, il y a les abeilles sauvages, etc. On oui, s'est dit, oh là là, ben non, on va pas faire ça, en fait, on peut oui. pas. Donc on veut pouvoir créer une instance qui soit juste, qui soit transparente et légitime. Je pense qu'on est plutôt bien placé pour le faire avec le réseau dans lequel on est ancré. Donc voilà, donc on réfléchit à ça, c'est pas forcément simple de Bah construire oui, bien ça. sûr. Est-ce que c'est une demande partagée ou spécifique? Et sachant que Oui, la première personne que ça doit servir, c'est vraiment les apiculteurs professionnels avant tout. oui. Et c'est Euh, pas les J'ai envie de particuliers. dire, ou Les amateur particuliers, aussi, on hein. ont toujours plein de demandes différentes. Comment être sûr de l'accessibilité du terrain, l'enneigement par Oui, exemple. Mais dans ce cas-là, n'hésite pas à en parler avec Damien qui pour Bicube, parce que lui,
il fait du développement web et il s'occupe de 100% du développement de Bicube. Et lui aussi, il a bien, parce que aussi c'est son métier de faire du développement web, il a il, comment dire, il essaie de bien s'organiser aussi pour enfin, il a une vision professionnelle enfin, quand je dis professionnelle, au regard d'un développeur web, de les fonctionnalités ça peut être bien les avoir que seulement vraiment celles qu'il veut développer. Mm. Et, euh, et donc peut-être que l'échange peut être intéressant. Après Saad, vu que Saad l'a déjà contacté. Oui. Bah, on a commencé à construire ça, enfin Saad surtout a commencé à lister ça. Mm. Et moi voilà, j'ai pas forcément envie qu'on soit seul juge de ce qu'on Oui. fait. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas parlé de l'origine de Bee Gees. À Oui. l'origine, Bee Gees, c'était juste un module qui était présent dans une application que j'avais faite pour travailler sur des analyses de résidus de pesticides. Et donc, mon collègue écotoxicologue, Cyril Vido, qui est donc responsable de cette thématique-là, me disait, bah voilà, moi j'ai une liste de molécules, j'aimerais bien savoir ce que j'ai apporté autour comme culture pour essayer de comprendre d'où ça peut venir. Et donc, Bee Gees est né de là, et c'était simplement quelque chose qu'on avait nous en interne pour commencer à travailler sur cette question. Ok. Et c'est après avoir montré chaque année, donc face à nos élus, à notre conseil d'administration, on va avoir différents événements où on leur montre le travail qu'on a réalisé, nous salariés de l'équipe. Et en montrant ça, ils ont dit mais ça c'est vachement intéressant pour les apiculteurs, faudrait peut-être le mettre un petit peu à part parce que voilà, on va l'isoler et l'ouvrir. Et donc on a travaillé là-dessus. J'ai remporté un concours IGN Fab donc c'est l'IGN qui crée un peu un contexte dans lequel des gens venus d'associations ou d'entreprises proposent des projets dans lesquels ils se servent de données ouvertes que eux hébergent. Donc moi je leur ai montré ça et ça nous a permis de travailler avec l'IGN à l'époque pour mieux appréhender nos données carto, créer de la gestion en flux, etc. Et voilà. Et donc petit à petit, pas à pas, on en est arrivé à ce qu'est Bee Gees aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'était du coup, comme on travaillait pour notre réseau et pour nous-mêmes, il n'y avait que nous comme utilisateurs et comme interlocuteurs. Aujourd'hui, les choses changent un peu. On a aussi des contacts avec des industriels qui sont intéressés de rentrer les fonctionnalités de Bee Gees dans leurs applications. Ce que nous, on voit d'un bon œil, fondamentalement, parce que pour nous, c'est de la valorisation de notre travail. On est une association à but non lucratif qui est là pour faire avancer les choses en apiculture. Mm. Donc, on est ouvert à ça. Techniquement, c'est un peu plus compliqué. Mm. Et puis donc voilà, donc c'est un peu les objectifs que je cible pour l'avenir pour Bee Gees, c'est de réussir à identifier, à se positionner, à créer des fondations saines pour, pour être le plus accessible, le plus utile, le plus efficace Mm. voilà. Et surtout éviter aussi les impasses, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient aussi sur des sujets sensibles. C'est-à-dire? C'est-à-dire sur la sensibilité de certaines données. À l'origine, Ah. justement, sur les relevés dont je te parlais, on avait les positionnements GPS de tous les ruchers, donc c'était des données qui n'étaient pas accessibles, qui étaient sécurisées, il n'y avait pas de Mm. souci. Quand on m'a dit, bah tiens, ce serait bien de mettre Bee Gees à part, je me suis dit, oula, je ne vais pas enregistrer les emplacements parce que je savais que ça pouvait être un sujet sensible. Aujourd'hui, on revient sur cette idée parce qu'on a des utilisateurs qui nous ont dit moi j'ai 40 ruchers, 40 emplacements à gérer, j'en ai marre de devoir tout recliquer dans Bee est-ce que ce serait pas possible de les enregistrer? Donc on s'est dit bon, ça va légitimiser. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on crée la double entrée, soit ceux qui veulent continuer à utiliser Bee comme avant. Et là, dans ce contexte-là, nous, on n'a aucun moyen de récupérer les coordonnées GPS, ou en tout cas, on l'a pas mis en place. Mm. On ne cherche pas à le faire du tout. Et donc, c'est un peu il y a un exemple emblématique d'application qui fonctionnait très bien. C'était une application où on pouvait signaler un coin à champignons. Mm. C'était participatif et ça a fini par couler parce que personne ne veut partager ses bons coins à champignons. Ouais. Donc voilà, donc on va éviter de faire ce genre de choses et même si on les enregistre, il n'est pas question de partager. Et c'est là où moi je veux qu'il y ait bah, un pilotage sain là-dessus pour pouvoir dire bah non, ça on le fait pas, ça on le fait, et les apiculteurs doivent être présents dans ce type d'instance. Mm. C'est sûr. C'est sûr. Je comprends bien notamment les voleurs de ruches qui se font un plaisir d'utiliser Bee Gees, par exemple, si les emplacements sont Bon, limités. non, mais ça, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on fera jamais. Par contre, il peut y avoir des choses intéressantes aussi à en tirer à large échelle, à plus large échelle, en dégradant l'information de la coordonnée GPS, mais sur des rayons de 10 km ou d'identifier des territoires qui soient saturés. Là, Oui, on est dans ça c'est une sûr. thématique Ouais. de réchauffement climatique Ouais. où
on risque d'avoir des nectarifications plus faibles avec des précipitations plus faibles. Et donc, peut-être qu'il y a des compétitions pour la ressource. Alors, pour le moment, c'est là où nous, on a besoin de la recherche fondamentale pour nous dire, oui, alors voilà, la compétition sur la ressource, ça marche comme ça, l'abeille domestique, s'il y a plus de temps de ruche au Hmm. kilomètre carré dans une situation de stress qui est définie de telle manière, alors il se passe ça. Oui. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire pour l'apiculture, parce que si ça permet de dire à un apiculteur, ce coin-là, cette année, ça va pas être possible parce qu'il y a trop de monde et qu'il y a trop, et donc vous n'allez pas faire de miel, et on va falloir siroter, etc., etc. Bon, bah là, c'est un vrai outil d'aide à la Oui, décision. oui, tout à fait d'accord. Ouais. Et oui, et faire le ratio entre, un peu comme la légende, ce qu'il y a dans la légende, au point de vue des hectares, et faire le ratio en disant, bah, là, on est, enfin, comme tu disais tout à l'heure, on est sous tension ou pas, mais sur un périmètre assez large. Ouais. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Bee Gees. Ouais. Oui, je pense aussi. Mais beaucoup, c'est, enfin voilà, tout faire, c'est Ouais. pas forcément une bonne idée. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et outre Bee Gees, les autres outils, donc il y a Diatoxbee, Varro Appli, et oui, c'est ça. Et si tu veux me toucher à quelques mots aussi sur ces applications-là. Par Alors, exemple, Varro Appli. ouvert Ah, au, ouais, bon, ouvert au grand public, on va dire vraiment à destination des apiculteurs. On a surtout Bee Gees et Varroa Appli. ouais. Diatoxbee, c'est un peu, c'est un public plus mixte. Hmm. Donc, pour Varroa Appli, le but, c'est de permettre à des utilisateurs de saisir leur relevé de varroa phorétique et de pouvoir les mettre à disposition de la science, tout en eux pouvant consulter dans leur région où en est le niveau moyen et situer Hmm. leur ruche à des référentiels. On a un peu l'idée aussi de se dire, bon, est-ce qu'à un moment donné, si on a un apiculteur qui rentre un relevé avec telle valeur à tel moment, il n'y a pas quelque chose à lui conseiller un accompagnement à faire. Donc pour le moment, c'est un peu, voilà, c'est encore en gestation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les GDS qui ont identifié VaroAppli comme quelque chose de vraiment intéressant par rapport à toutes les données que eux gèrent, qui sont plutôt des varrois sur l'ange pour le moment. Donc voilà, là j'ai prévu à l'automne, ben, je crois que c'est la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec GDS France pour voir comment on pourrait faire évoluer l'appli pour que eux puissent rentrer ces données-là et donc voir ce qu'on peut en faire ensuite en termes de valorisation, comme je te l'ai dit. Et donc, à l'heure actuelle, voilà, ça permet à l'utilisateur de faire ça. On a quand même beaucoup de données. Ça part d'une idée des ADA avec lesquels on travaille, qui avaient beaucoup de relevés de varroa phorétique faits dans le cadre des expérimentations, qui ont réuni tout ça. Et après, on s'est tous réunis ensemble de dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Et donc, il y avait cette idée de déjà se servir de cette source de données-là pour donner des référentiels. Alors, elle commence à dater un petit peu parce que les dernières années ne sont pas présentes dans Varro Appli. Parce que on s'est rendu compte que les relevés bruts, ils méritaient d'être un petit peu améliorés avec des éléments de contexte. Et donc, on est en train de revoir le format des données. Hmm. Et donc, tant que le format n'est pas consolidé, moi, je ne peux pas m'investir plus dans le développement. Et Hmm. donc, à l'heure actuelle, Varro Appli va rester sur ses fonctionnalités actuelles. Mais simplement, on va rajouter les varrois sur l'ange et puis, on reprendra sur Forétique quand on aura stabilisé le format pour voir comment contextualiser ça. Et cette volonté, elle s'est quand même traduite par le fait que enfin, un relevé de varroa Forétique, il peut être très dépendant du contexte. Est-ce qu'on est après traitement? Est-ce qu'on est avant, en fin de saison, etc. Donc, on collecte un peu, on propose un formulaire dans lequel l'apiculteur peut préciser ça. À l'heure actuelle, ça sert à replacer sur les graphiques qui restituent voilà, l'évolution de varroa, dire bah, là, il y a eu un traitement puisque l'utilisateur a déclaré ceci et cela. Hmm. Et nous, ça nous permettra ensuite de les interpréter. Et notre but, c'est de mettre ces données aussi à disposition de la recherche fondamentale pour dire, bah, voilà, varroa en France, ça évolue comme ça. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur l'épidémiologie, sur enfin, comment se développe ce parasite Hmm. et, euh, et ensuite peut-être que nous reviendrons des choses. Donc, D'accord. voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur sur tout ce que je fais. J'essaie de le réfléchir pour créer des contextes dans lesquels on va avoir différents acteurs qui vont pouvoir travailler et avoir vraiment des conditions propices à l'émergence d'outils d'aide à la décision. Et ensuite, on intègre. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont un peu en réflexion?
Alors oui, il y en a. Est-ce que tu veux que je parle de Diatoxbee avant? Puisque c'est Oui, la oui, troisième oui. appli. Alors Diatoxbee, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est une application qu'on a fait pour aider à l'interprétation des analyses de phytosanitaires, donc des analyses de présence de résidus de pesticides. À l'heure actuelle, bon, si je me mets dans les bottes d'un apiculteur, un apiculteur qui connaît des intoxications sur le rucher, qui va prélever des abeilles mortes, payer un coût assez élevé pour faire des analyses, va recevoir une liste de molécules avec des concentrations, et puis c'est tout. Et donc ces molécules, ensuite, charge à lui d'aller savoir, d'aller chercher si, comment elles sont utilisées, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est du néo, est-ce que Oui, c'est de l'insecticide, est-ce que c'est de la caricide, etc. Et donc nous, on avait réuni toutes ces informations, ces sources d'informations pour pouvoir interpréter les analyses qu'on fait dans le cadre de projets de recherche. Et donc là, on s'est dit, bah, en fait, on a quelque chose à faire pour créer un outil d'aide à la lecture de ces informations auprès des apiculteurs, mais aussi auprès d'autres acteurs de la filière. Par exemple, bah, il y a eu pas mal de problèmes sur les cires contaminées. Ça, les ciriers, c'est pas quelque chose qu'ils apprécient puisque leur image et leur commerce est mis à mal. Donc eux, ils voulaient pouvoir tester les lots avant de les mettre sur le marché. Et pour ça, ils ont besoin d'indicateurs qui leur permettent de dire si oui ou non la cire peut être utilisée par une ruche, par une colonie d'abeilles sans mettre à mal sa santé. Enfin, en étant accepté, etc., etc. Et donc, il y a eu différents projets qui ont travaillé sur le sujet. On a eu Circaré, et le projet CIMECA aussi. Donc, c'est deux acronymes de projets qu'on retrouvera à l'Institut. Et Diatoxbee venait là pour un peu valoriser auprès des acteurs au travers d'un applicatif simple, enfin simple, relativement riche quand même, mais voilà les critères qu'on avait pu euh, mettre à jour. Donc là, à l'heure actuelle, quand on rentre, on peut rentrer une analyse dans Diatoxbee. mhm, On peut dire, voilà, j'ai prélevé des abeilles, le laboratoire m'a retourné telle molécule à telle concentration, etc. On fait sa petite liste et l'application va dire, bah voilà, la probabilité de mortalité des abeilles associée à l'ensemble des molécules trouvées. Voilà, sur chaque molécule trouvée, sur quelle culture on sait qu'elles peuvent être utilisées. Voilà leur toxicité connue. Donc c'est surtout sur les toxicités aiguës. mhm. Donc on n'a pas les effets sublétaux encore dedans. Ça viendra. Subléto, c'est-à-dire? Sublétaux, c'est-à-dire les molécules qui perturbent l'abeille sans la tuer. D'accord. Typiquement, le thiaméthoxam, c'est un néonicotinoïde. On a démontré qu'il désorientait les abeilles et donc il diminuait les retours à la ruche. Mhm. Donc les abeilles se perdent dans le champ parce qu'elles sont plus capables de retrouver leur chemin. Elle est peu toxique. Enfin, à ma connaissance, son problème, c'est pas forcément les mortalités qu'elle occasionne. Oui, Parce que la mortalité est indirecte, elle est liée à des effets donc qu'on dit sublétaux. oui, très bien. Voilà, donc ça, on l'a pas encore dans Diatoxbee parce que c'est des éléments de recherche plus nouveaux. J'ai mentionné tout à l'heure le projet Ring Test, mais c'est typiquement ce test de vol de retour à la ruche. Donc là, on parle vraiment d'un travail emblématique mené à l'Institut où ben, je pense que c'était en 2008-2009, il y a eu cette publication sur le thiaméthoxam qui a été réalisée en partie par des membres de notre équipe aussi, enfin qui sont devenus des membres de notre équipe après. Et, euh, et donc, on a une collègue qui, à la suite de cette publication, a affiné la méthodologie pour former des laboratoires qui commercialisent des molécules à tester l'effet sublétal de leurs molécules. Parce que sinon, il n'y avait aucun processus d'homologation qui s'intéressait à l'effet sublétal. On fait ce qu'on appelle des DL50, donc des doses létales 50. Et D'accord. à partir de ça, on détermine des doses acceptables la ruche, enfin pour tout être vivant, hein, c'est vrai pour nous aussi. Euh, et, euh, donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine parce qu'après il faut passer auprès d'organismes, euh, comment dire, légaux, enfin législateurs, pour leur dire, ben voilà, quel tel nouveau critère, il faudrait le prendre en compte pour que on arrête de mettre des molécules sur le marché qui soient particulièrement dommageables pour la faune. Oui. Et maintenant pour les autres outils qui sont en gestation? Pour les autres outils, bah, actuellement, moi, je développe une application avec l'ADA Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une application qui s'appelle ProApi. C'est vraiment une application qui est sur les aspects, on va dire, plus économiques des exploitations. Donc, j'essaye de trouver une manière de le présenter. Bon, c'est pas
Au fond, c'est pas tant compliqué. Bon, on va mâchouiller toute l'exploitation, on va dire, bah voilà, quel est l'équipement, quels sont les investissements, quels sont les prêts, chaque année, voilà, enfin, on fait des bilans saisonniers, donc cette année, combien il y avait de ruches en entrée, combien de miel produit, quels sont les stocks, l'évolution des stocks, etc. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur les charges, les produits, etc. Et l'idée, c'est d'en revenir à un coût, à ce qu'a coûté la production d'un kilo de miel. C'est génial. C'est Voilà. vraiment Et à génial, côté de ouais. ça, on peut mettre en face aussi, on peut voir une des premières sorties sur lesquelles on s'intéresse, c'est quelle est la part dans ce produit. Pardon, déjà, est-ce que l'exploitation est à l'équilibre? Mmh. C'est-à-dire que ça lui rapporte plus de vendre un kilo que ce que ça lui coûte de produire. Et surtout, quelle est la rémunération que peut s'octroyer l'exploitant? Donc, il s'en octroie une, il en souhaite une, on lui demande ça dans le formulaire. Et il y a aussi des rémunérations forfaitaires de base qui sont actées par la MSA. Et donc, on peut comparer ce qui se paye réellement avec ce qui devrait se payer et avec ce qui pourrait se payer et avec ce qui souhaiterait se payer. Mmh. Et donc, le but de cet outil à terme, c'est aussi de pouvoir faire des simulations sur des ajustements dans l'activité d'exploitation. Je vais prendre un exemple. Mettons que je renouvelle mon cheptel par achat de nouveaux essaims. Bon, qu'est-ce que ça me coûterait de basculer sur du renouvellement en propre où je fais moi-même mes colonies, alors soit par sélection, soit voilà. Donc, Mmh. combien ça me coûterait de temps de travail, dans quoi je vais devoir investir et quel est le retour que je peux espérer. Eh ben, c'est typiquement ces questions-là auxquelles on souhaite répondre au travers de ProAPI. Ouais. Et ça, on a également une vision non pas seulement pour les exploitants existants, mais pour accompagner des porteurs de projets, donc des gens qui souhaitent s'installer en apiculture. Dire bah voilà, alors une exploitation type, nous on a des références, on a cette application, elle construit vraiment sur tout un tas d'observatoires et de données qu'on a collectées dans le cadre d'enquêtes. Donc nous, à l'ITSAP, on est moteur sur le réseau des exploitations de référence. On a ma collègue Cécile Ferrus, donc, qui travaille sur cette thématique-là, qui est responsable de cette thématique-là, et qui a créé des cas types, donc une exploitation type qui va faire avec tout un tas de panels, parce que on voit toute la diversité hein, de l'apiculture, mais une exploitation qui fait pas de gelée royale, qui transhume, qui fait un peu de pollinisation, etc. Mmh. Et donc on peut avoir un peu des références d'exploitation qui fonctionnent, ou de types de fonctionnement qui sont durables, qui sont opérationnels. Et donc, comme ça permet de situer à la fois les porteurs de projets pour dire, bah voilà, moi j'ai mon idée, je veux avoir 400 ruches, et puis, ou je veux avoir 600 ruches, et puis je suis tout seul, mais voilà, et puis là, nous, on va pouvoir avoir nos références, dire 600 ruches seul, c'est un peu trop élevé. On considère que une unité de main-d'œuvre va pouvoir gérer, je vais dire un peu n'importe quoi, hein, mais dans les 400 ruches, et qu'au-delà, tu vas tellement sacrifier qu'à la fin, tu vas plus en pouvoir, et ce serait Ouais. dommage. Il y a Mmh. aussi une prise en compte de l'humain. Ouais. Ou alors de dire, bah, moi je veux avoir que 100 ruches, mais avec 100 ruches, tu pourras pas te contenter de la gestion de tes ruches pour vivre Mmh. décemment. Et donc voilà, donc l'idée c'est un peu ça. Et Et, ça peut servir et auprès de la banque aussi, de si je veux faire un prêt, je dis: «Ah bah, auprès de la banque, voilà un peu la simulation et voilà ce qui peut» enfin, voilà, ah, ah, bah, j'y avais pas pensé. tu avais pas fait? Bah, je sais en Mais financement, en termes de financement, la banque a besoin du maximum d'informations, ne serait-ce que pour un prêt immobilier ou autre, elle a besoin de savoir un peu l'état des lieux et ça, je pense que c'est un document type qui peut mm, servir à la banque pour arriver à bien comprendre parce que oui, alors, ouais, c'est là, tu vois, quand je te dis j'y avais pas pensé, moi, c'est typiquement, je travaille de manière transversale avec des domaines très spécialisés. Tout à l'heure, j'ai cité l'écotoxicologie, après, je parlais de varroa, après, maintenant, je te parle de. Donc, voilà. Donc, des fois, j'ai pas toujours toutes les idées sur oui, les tenants et aboutissants de ce sur quoi je travaille, mais oui, je les découvre au fur et à mesure, et je pense qu'effectivement, c'est une vision intéressante. Ma collègue Alicia Teston, donc la directrice de l'ADA Nouvelle-Aquitaine, pourrait en parler bien mieux que moi. Et effectivement, ça pourrait aider. Je ne sais pas si c'est vraiment l'axe qu'on a pris parce oui, que actuellement, moi, j'ai travaillé sur des données d'exploitation qui existent déjà. Donc, c'est plutôt, ah, bah, je sais qu'il y a un prêt qui a été à tel moment et il pèse tant dans les charges. Voilà, c'est typiquement plus l'axe que je vais prendre. Après, je précise quand même, cette application, elle n'a pas forcément, dans l'immédiat, on n'est pas dans l'idée de la mettre entièrement ouverte. C'est plutôt une application à destination des gens qui accompagnent les apiculteurs, donc soit au sein des donc chambres j'adore. d'agriculture, soit des ADA. Oui, Oui, mais ça peut être un peu plus large aussi. On peut avoir ce rôle qui peut être assumé, il me semble, par d'autres structures. OK. Des fois des coopératives ou peut-être ce genre de choses. Mais Donc c'est là, excellent le comme but, c'est encore une application. fois que ça diffuse au maximum ce genre Ouais. d'outils. Nous, on est pour la diffuser. Ouais, c'est vraiment génial parce que quand une personne veut se lancer dans l'apiculture, elle a pas forcément une vision
très clair de l'ensemble des charges qu'elle doit assumer. Et ouais. Après, moi, je me posais une autre question. Là, c'était aussi aider les apiculteurs à trouver des canaux de distribution pour vendre leur miel, parce qu'il n'y a pas que la vente en gros, il n'y a pas que les marchés, il y a la vente Internet également. Enfin, il y a plein d'autres manières, plein d'autres canaux de distribution pour vendre. Et ça peut être vendre, par exemple, ça peut être des formations aussi. Des Mm. formations, enfin des formations ou aussi accueillir des personnes qui viennent visiter le rucher, ça peut être un autre canal de vente. Mais en tout cas, les apiculteurs ont vraiment besoin de diversifier leur activité pour Oui. pas dépendre simplement de la vente de miel. Mais Oui. bon, ça c'était Alors, encore. ouais, c'est vrai que ça peut apporter un contrepoint. C'est forcément quelque chose qu'on a intégré dans l'application, puisqu'il y a la déclaration des revenus tiers. Enfin, comment dire, je sais pas comment le dire, mais ce type d'activité, ça va être, on a une case agrotourisme, ça permet de se faire une idée, mais on va quand même essayer de donner un diagnostic de l'activité apicole en elle-même. Hmm, d'accord. C'est trop bien comme, Voilà. et trop bien C'est- comme idée, hein. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui gèrent Alors là, alors tu parles d'autres projets ou d'autres d'autres idées projets, pardon, d'application? d'autres projets, oui. Alors, au sens large, oui, on a toujours des projets en cours. Par essence, on trouve toujours, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Actuellement, là, on a deux projets qui viennent d'être retenus, mais j'ai pas bien en tête leurs ambitions. Je sais pas quoi te dire, ça fourmille beaucoup. Je pense que euh, très régulièrement, quasiment chaque année, on va faire des tests de traitement antivarrois. On a quelqu'un qui est là actuellement pour travailler sur le frelon, enfin, qui est pas actuellement, qui est là à temps plein sur le frelon. Je me sens un peu dépassé par la tâche de devoir parler de tout ce que font tous mes collègues. Ok. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à plus avoir en tête ce que j'ai moi en cours. Euh, Mais en tout cas, il peut y avoir des projets sur le Varroa, sur le frelon aussi. Ouais. Oui, mais c'était pas tout à fait fini les indicateurs sur les cires aussi dont j'ai parlé, que j'ai mentionné plus Mm. tôt. Il y a toujours les formations des laboratoires à propos du vol de retour. Ça, c'est une tâche de fond aussi qui est là. Euh, je suis beaucoup dans le montage de mon projet actuellement et dans ce que j'ai à faire. J'avoue que je Ouais. manque peut-être un peu de vision transversale. Ouais. On est aussi à une période où des projets sont finis et d'autres commencent. Vont commencer. Donc c'est vrai que j'ai moins d'exemples en tête à fournir, mais je pense qu'on peut tous les retrouver sur notre site internet. Et si c'est pas le cas, il faut qu'on les rajoute un peu. On a changé de site il y a pas si longtemps, en début d'année. Et donc, du Oui. coup, voilà, le temps de prendre en main, de reprendre l'activité de publication. Typiquement, moi, on avait une page web qui plaisait beaucoup, qui présentait toutes les balances actuellement disponibles. Je l'ai pas encore refaite. Comme l'annuaire des Faut que je laboratoires aussi. Enfin, il y a pas mal de sites. l'annuaire des laboratoires qui est Ouais. en cours, bah, voilà, ça c'est quelque chose qui est actuellement on redéveloppe, il faut mettre tout à jour. Donc c'est ma collègue Cécile Ferru qui est encore là-dessus. Il y a le Euh, blog avec les articles. En fait, sur le blog mon. va fermer. Ah, le blog va fermer, ok. Le Parce blog que va j'ai fermer, plusieurs on va articles reprendre, on centralise qui, quand maintenant. je les écrivais, qui prenaient aussi comme référence, comme source des articles de l'ITSAP. Et du coup, bref, j'ai eu une alerte sur mon site en disant attention, là, vous faites référence à un site dont le lien n'est plus accessible. Et donc, Hmm. du coup, c'est le blog de l'ITSAP. Ah oui, c'est lié, Donc, le le blog blog il va a fermé fermer. d'ailleurs. Oui, oui, Ok. je pouvais parler au passé. Oui, oui, le but c'était de clarifier un peu. On avait un peu multiplié les outils Oui. et là on voulait recentrer sur un site internet qui aujourd'hui nous plaît beaucoup. Hmm. On le trouve vraiment agréable à parcourir. Et, euh, voilà, normalement, bah, j'ose pas regarder en même temps, je peux être mal poli. mais Pardon, je le fais en tout cas. Je regarde par exemple la grille var par exemple, qui permet d'arriver à guider le comptage de Varroa. ouais, ça facilite le comptage de varroa sur l'ange. Oui. Euh, En fait, le constat qu'on avait fait sur le précédent site web, c'est qu'on avait tendance à présenter nos projets, mais c'était très dans des formats très, on va dire, très peu vulgarisés, très longs à lire. Et Mm. donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus léger, avec des petits articles sur les différents thèmes. Voilà, on travaille aussi sur les aspects génétiques et sélection. Donc, ma collègue Fantine Bado qui est active là-dessus. On a une logique de voilà, comment on arrive à articuler aussi les différents groupes qui travaillent sur la sélection. Euh, voilà, pour qu'ils travaillent de concert. On essaye d'avancer sur la méthodologie, d'avoir un peu les mêmes critères de jugement notés de la même manière sur
les différents aspects de la performance d'une reine, etc. Mm. Euh, Donc, voilà. plein de projets, ok. Voilà. Sinon, moi, de mon côté, il y a une chose qui va reprendre, c'est qu'on avait dans l'idée, c'est un projet sympa, c'est de faire un serious game sur justement la répartition des apiculteurs sur un territoire donné, de déterminer quels étaient les critères de jugement, de rentrer un peu des critères sur des informations sur, voilà, on va dire aux joueurs que tel endroit est saturé en ruches ou qu'il a tel nombre, pas forcément saturé, pas avec un terme comme ça, mais dire il y a tel nombre de ruches alentour, à quelques kilomètres à vol d'abeille. Qu'est-ce que voilà, et voir comment est-ce que la ressource est gérée de manière partagée, ou est-ce que c'est une ruée vers des territoires uniques, ou comment se répartissent ces acteurs. Et le but, c'est un peu de voir si on est dans une situation où on a un péril sur un bien commun, parce qu'on peut considérer la ressource nectarifère comme un bien commun aussi pour l'abeille, Mm. et de voir comment, voilà, se répartissent Mm. les acteurs là-dessus, et savoir si on va vers un danger, ben, il va bien falloir qu'on commence à réfléchir sur comment on arrive à informer, à organiser cette répartition sur le territoire Mm. des apiculteurs. Ouais. Et là encore, hein, la logique, c'est de co-construire des solutions. Ouais, parce qu'il y a une logique de répartition des apiculteurs et aussi une logique de rééquilibrer les ressources nectarifères et pollinifères. J'avais écrit un article qui réagissait un peu à ce que disait Le Monde ou d'autres médias sur il y a trop d'apiculteurs en ville. Et Mm. j'avais écrit un article en disant non, il n'y a pas trop d'apiculteurs en ville, il y a simplement trop peu de ressources. Oui. C'était la logique inverse, même si je peux comprendre qu'il peut y avoir un problème de répartition et d'une trop forte densité d'apiculteurs à un endroit, mais aussi la question des ressources mises à disposition, où là aussi c'est une autre manière de voir le problème, et arrêter de parler de compétition entre les pollinisateurs sauvages et l'abeille mellifère, qui peut exister aussi, ça je le nie pas non plus, mais il y a aussi la ressource qui est importante. Mm. Et ça, c'est typiquement des questionnements qui montent dans toutes les filières. C'est des questions qui touchent au bien-être animal. Donc, il y a à la fois la pratique, et là, on se retrouve encore sur une spécificité de l'abeille, c'est que il y a à la fois la pratique sur l'abeille, qui est, on va dire, exploitée pour sa capacité à produire du miel, mais il y a aussi son impact sur les autres compartiments vivants avec lesquels elle interagit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement, nous, en tant qu'institut, ne pas réfléchir de manière active à ces questions. Et c'est vrai que les apiculteurs, je pense que ça les bouscule un peu, parce que de tout temps, l'apiculteur, c'est associé à la défense du vivant. Aujourd'hui, peut-être que les choses changent un peu, mais justement, autant prendre la question sérieusement et s'intéresser à ça. Hmm, Et voilà. d'accord. Et je t'ai pas demandé, t'es apiculteur, enfin, est-ce que tu pratiques l'apiculture ou pas? Alors, j'ai eu 2 ruches, fut un temps, Hmm. pendant Et quelques comment? années. Ouais, Et puis après, plus pour des changements de vie en général, ouais, j'ai plus ces ruches aujourd'hui. Mais oui, bah, je pense que c'est compliqué d'arriver dans le monde de l'abeille sans finir par avoir une ruche, par être vachement curieux. C'est quand même une bête qui est très, très, très intéressante. ouais. Et c'est une activité qui est, enfin, je veux dire, c'est tellement satisfaisant d'avoir son pot de miel à la fin, de voir comme c'est bon. Hmm. Et, euh, et en plus enfin, je sais pas, moi j'ai apprécié parce que j'ai eu un mélange de lavande et de miel de printemps, parce que j'avais fait des choses peut-être pas tout à fait, enfin j'avais pas cherché à faire du miel monofloral, et j'ai trouvé que c'était bon, et c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point le miel pouvait avoir 1000 goûts. Et voilà. Et oui, oui, ça m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, j'en ai pas, j'ai pas forcément l'ambition d'en reprendre, parce que je vois ce que ça représente en investissement aussi de base. Et Hmm. bon, peut-être un jour que Oui, je reviendra, peut-être où j'aurai envie, mais là pour le moment, je me dis bon. ok. Et dans mes dernières questions, si on projette un peu l'ITSAP dans les prochaines années, après, bon, le directeur doit avoir aussi sa propre vision, mais toi, comment est-ce que comment tu vois l'ITSAP dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, ben, quand tu m'avais contacté, on avait parlé de 1 an et 5 ans. Ça m'avait fait sourire, 1 an, parce que pour moi, c'est un pas de temps très très court par rapport à la durée des activités ou de nos projets, Alors, etc. 5-10 ans, si on prend Dans, une dans fourchette. 5 ans, ben,
Là, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme on disait, on est né en 2009, on va dire, institut technique. Et dans l'histoire de vie d'un institut, on ne commence pas qualifié en tant qu'institut technique agricole. C'est là où on est adossé à donc l'ACTA dont je parlais, l'Institut Interinstitut. Il y a tout un tas de paramètres qui fait qu'on est qualifié ou pas. Et c'est cette année, nous sommes qualifiés Institut technique agricole. Donc ça y est, on est rentré dans l'âge adulte d'un institut. Ah, Et donc dans 5 ans, ce sera la fin du premier exercice. Et donc ça, pour moi, c'est vachement intéressant de nous projeter là et de nous dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on aura fait on a déposé un programme sur 5 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à faire et en faire le bilan. Je pense que c'est notre premier exercice d'institut technique en tant que tel. Donc dans 5 ans, j'espère bien qu'on aura atteint les objectifs qu'on avait fixés. Moi, à titre personnel, j'espère que je pourrai... bah, je suis pas trop inquiet, hein, mais j'ai hâte de voir comment auront évolué les projets sur lesquels je travaille dans 5 ans, et notamment Bee Gees. Hein, c'est encore une fois un de ceux que je trouve le plus sympa. Je trouve vraiment que c'est un chouette objet. Euh, et donc, on aura forcément déposé un autre programme sur les 5 années à venir. On s'interrogeait aussi sur les retours qu'on avait eu un peu sur notre dossier de qualification, c'était de dire ben, peut-être qu'il va falloir réfléchir à l'institut de l'abeille qui va au-delà de l'abeille, parce qu'il va y avoir des questionnements alimentaires en lien avec le réchauffement mm, climatique. Alors, je pense que c'est au-delà de 5 ans, c'est peut-être plus 10, 20 ans. ok. Mais est-ce qu'on sera l'Institut de l'insecte? Je ne sais pas bien. Oui, oui, oui. Euh, mais Ah, il y a voilà, pas mal ça de me questions. faisait sourire. Et en même temps, bon, il y a déjà beaucoup à faire sur l'abeille, alors je suis un peu inquiet, mais je me dis, ah, bah, ça pourrait être intéressant si on en revient à de la consommation. Bon, je sais pas. Mais oui, moi, dans 5 ou 10 ans, j'espère qu'on sera là. Je pense qu'on sera toujours là. Et notre insertion là, on est de plus en plus, je trouve qu'on a réussi à consolider notre manière de fonctionner en tant que réseau avec les ADA. Ce qui n'était pas forcément au tout début le cas, parce que on était une nouvelle structure, donc voilà, il fallait trouver sa place, se positionner, etc. On pouvait, dans les premières années où j'ai travaillé à l'Institut, être des fois pris à partie par telle ou telle structure, ou enfin voilà, on sentait qu'on cherchait un petit peu. Aujourd'hui, je pense qu'on a confirmé où était notre place, la qualification vient concrétiser ça. Et donc, moi, je pense que dans 5 ans, j'ai envie de réfléchir au-delà de l'Institut, mais vraiment de notre réseau entièrement. Et quelque part, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on soit toujours à la même place, mais qu'on puisse s'enorgueillir de ce qu'on a réussi à réaliser. Et moi, quand je regarde mes 10 années de carrière passée, je me dis vraiment, on a fait beaucoup de choses. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été facile. On a des fois été sur des questions très sensibles. On a des fois eu nos problèmes financiers dont je t'ai parlé, où on a quand même eu des collègues qui ont été licenciés. Il y a eu voilà, des choses humainement un peu difficiles à vivre. J'espère que les jours, enfin, je suis plutôt optimiste parce que j'ai l'impression que ces temps qui étaient un peu sombres sont derrière nous, et qu'aujourd'hui on a réussi à pérenniser nos structures. On a des financements qui sont assainis, on a une envergure qui nous plaît. Et je me pose aussi sincèrement la question de me dire, est-ce qu'un institut de l'abeille dans 5 ou 10 ans, c'est un institut qui a vraiment beaucoup plus de personnel? Est-ce qu'on va continuer à grossir? Est-ce que voilà, est-ce que c'est ça qu'il nous faut? D'un côté, je suis tenté de dire oui parce qu'on a beaucoup de travail et que c'est difficile. À 13, c'est pas beaucoup, hein. C'est une petite équipe de foot avec 2 remplaçants, 13 personnes. Voilà, est-ce qu'on finira par être un 15 ou une équipe beaucoup plus large? Je sais pas, je suis curieux. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on évolue dans le bon sens. Je suis vraiment content de ce vers quoi on va. Il y a beaucoup de potentialités qui se créent aussi avec les avancées technologiques par rapport à ce sur quoi moi je travaille. Je me rends compte aussi qu'on a vraiment beaucoup voilà, d'applications, de machins. C'est pas forcément simple d'en assurer à la fois la maintenance, l'évolution, d'avoir. Il y a une petite chose qui m'inquiète, c'est que si ça marche vraiment très très bien ce qu'on fait, ben, on va finir par avoir beaucoup d'utilisateurs. Il va falloir qu'on relève ce défi. Et en même temps, c'est vachement stimulant aussi. Oui. Mais voilà, ça, bon, c'est peut-être un peu plus personnel. Mm. Et sinon, ouais, j'espère qu'on sera à la même place parce que je trouve qu'on s'est bien trouvé. On est vraiment une équipe qui travaille bien ensemble. On est dans un réseau humain où j'ai l'impression qu'on a beaucoup de chance. Mm. Et donc, je nous souhaite de continuer à avoir cette chance-là de nous être trouvés. Et en tout cas, j'ai l'impression que tu as plein de projets en tête aussi. C'est ça Oui. qui est...
Ok. J'aimerais faire converger les 10 ans de travail que j'ai réalisé avec plein de petites briques, plein de petits projets. Moi, j'aimerais réussir à, à faire converger ça dans des solutions qui sont plus simples. Là, tu vois, on a parlé de Varro Appli et de BG's. Dans le fond, des fois, je me dis, bon, est-ce que vraiment Varro Appli, ça va rester séparé? Pourquoi dans BG's, puisqu'on a un emplacement, on ne rentrerait pas des Varroa si sur un rucher on a fait des relevés. Et Hmm, donc, je réfléchis à cette convergence-là depuis quelques temps. hmm, Euh, J'espère que j'arriverai à bien avancer là-dessus dans les 5 années à venir. hmm, Et j'ai bon espoir. hmm. J'ai des raisons de penser que oui. Oui. Arriver à proposer des outils peuvent aider à l'installation, enfin à réfléchir au projet, aider l'installation et également pérenniser des exploitations apicoles et qu'il y ait cette continuité dans les outils, oui, qui arrive un peu à communiquer communiquer entre eux, Oui, à, à s'aider les uns les autres et avoir ouais, que ça fasse un ensemble en fait. oui. Ouais, je comprends bien. Et est-ce que tu voulais partager autre chose ou t'avais un... Bah, je voulais te remercier parce que c'était un moment bien agréable. J'espère que tu as trouvé J'ai ce que tu cherchais, enfin, ouais, voilà. j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je suis très, enfin, j'ai beaucoup de gratitude envers les personnes qui viennent partager un peu leurs projets. Et surtout, surtout quand je trouve qu'ils ont besoin encore plus d'être connus. Et même si l'ITAP est connu, même si Bee Gees est connu, je l'ai vu aussi sur des forums d'apiculteurs sur Facebook. Mais pour moi, j'ai toujours envie que ça soit, enfin, Ouais. Ouais, diffuser le beau travail qui est fait, hein. c'est pas rare que je me retrouve avec un apiculteur et que je lui dise bah, je travaille pour l'Institut de l'abeille, mais c'est quoi ça? Ouais. Mais bon, quelque part, nous, on est plus là pour travailler pour les structures qui travaillent avec les apiculteurs. Mm. Comme je te disais, à l'interface entre les apiculteurs et enfin au contact direct, ce sont plutôt les associations de développement. Et à la limite, tu vois, si je devais dire quelque chose, maintenant ça me vient, j'ai envie de dire si dans ton public, il y a des gens qui ont un projet de s'installer, le plus grand conseil que je pourrais leur donner, c'est d'aller se rapprocher de leur ADA régional parce que déjà, je connais la plupart des gens qui travaillent dans ce réseau, c'est vraiment que des personnes formidables et qu'on a plein d'outils, qu'il y a plein de manières d'accompagner. Et nous, on est à l'échelle nationale, on ne peut pas être aussi précis, on n'a pas la connaissance régionale précise pour répondre aux besoins de chacun. Ouais. On est vraiment plus à l'échelle nationale, on fournit des outils, voilà, on travaille vraiment en concert avec les ADA, mais c'est eux qu'il faut aller voir pour porter des projets d'installation. Et pour ça, je suis allé voir le site, c'est Ada France, c'est Oui. adafrance.org pour aller voir. ADA France, vous trouverez une page avec la carte de toutes les ADA régionales. Ouais. Et donc, ça vous permettra d'avoir le numéro de votre ADA pour dire voilà, je veux porter un projet. Et vous allez avoir plein de conseils sur l'installation, sur comment mener, concrétiser votre projet et passer du rêve à la réalité. Ouais. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je remercie également Alexandre pour s'être rendu disponible pour cette interview et je tiens à féliciter l'ITSAP et plus particulièrement Alexandre pour tout le travail que l'Institut partage et qui mérite d'être plus connu. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou encore votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous afin de le faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez produire votre propre miel, observer les abeilles ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremiersruches.com afin de recevoir un guide gratuit de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremiersruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.